La Défense, près de Paris. À l'approche de Noël, le plus grand quartier d'affaires de France change de visage. Au milieu du parvis habituellement vide, 300 petits chalets décorés. Sur les étals, cadeaux, pâtisseries, produits régionaux, dans la tradition de Noël. Allez, mangez savoyard, là, monsieur, mangez peinard. Mangez bien, mangez. Mais cet après-midi, une petite surprise attend les exposants. Maryse n'est pas là pour faire du shopping. Elle est inspectrice en chef à la protection de la population. Comme chaque année, elle coordonne une action coup de poing sur le marché de Noël. Donc, pour les produits alimentaires, vous me prévenez s'il y a des soucis particuliers, qu'on fasse le point rapidement. Bon courage. Et Maryse a décidé de frapper fort. Elle a mobilisé plus de 10 agents. Au sein de la direction de la protection des populations. Maryse et sa collègue Elisa sont spécialisées dans les produits alimentaires. Étiquetage, provenance des produits, conservation et hygiène. Elle vérifie tout. Mais pendant qu'elle inspecte les stands, à l'autre bout du village de Noël, 2 inspectrices contrôlent l'un des 10 restaurants éphémères du marché. Et apparemment, il y a de sérieux problèmes. D'accord, toujours dans le restaurant? On y va? Ok, ben on vous rejoint avec Maryse. C'est en face là. Merci, je t'en prie. Toute l'équipe se retrouve pour contrôler le plus grand restaurant du marché de Noël. Merci. Une véritable usine. À l'approche des fêtes, cette brasserie installée sous un chapiteau géant peut servir jusqu'à 500 personnes. Et si côté salle tout semble propre, dans les cuisines, c'est une autre histoire. Florida, ça va? C'est cet agent en combinaison blanche qui a alerté Maryse. Elle a déjà constaté de nombreuses infractions aux règles d'hygiène. Ouais. Oh là là, quel désastre. Une éponge à vaisselle qui flotte dans l'eau stagnante. Des aliments qui ne devraient pas être conservés ensemble. Il y a de la viande ou je ne sais quoi. Là, c'est de la sauce. Ah, c'est du chocolat, d'accord. Et ça, c'est des gésiers. Voilà. Bon, ben voilà. Dans quoi sont entreposés des choux, des profiteroles. Bon, et ils étaient dans le congélateur. Là, c'est pareil. Il y a une bassine qui est entreposée sur des produits qu'il va falloir refaire cuire après. Rien n'échappe à Maryse et les infractions s'accumulent. Excusez-moi, là, mais vous avez de la choucroute qui se conserve à un maximum 6 degrés, là. Le patron n'est pas là. Cet homme, c'est le chef cuisinier. Il est mal à l'aise, mais il tente de se justifier. Et là, il a la température ambiante. Elle est pas assise. Comment? Ça va passer là et ça va aller. Eh oui, mais en attendant, qu'est-ce qu'elle fait là? Normalement, elle devrait être à 6 degrés. C'est quoi ça? C'est le four? Oui, donc très clairement, on n'est pas à 6 degrés à côté, là. Hein. En quelques minutes à peine, Maryse s'est fait une opinion. Pour le responsable de la brasserie, c'est mal parti. On a quand même un gros souci d'hygiène, de respect de la chaîne du froid. Donc là, on a un problème de sécurité pour les consommateurs. Mais l'inspectrice n'est pas au bout de ses surprises. Dans les 3 frigos du restaurant, c'est Noël avant l'heure. L'une des chambres froides ne ferme plus. Voilà. Donc là, c'est des portes, Maryse, qui sont fermées avec un extincteur. D'accord. La porte, elle est de travers. Ça date de quand, ça? La porte, ouais. Depuis que vous êtes installé ici, en fait, elle est comme ça, quoi. On va reprendre les thermomètres. À l'intérieur, des rôtis, des saucisses, des aliments non identifiés conservés dans des conditions douteuses et entassés à la va-vite. Mon Dieu, mon C'est Dieu. que, bon, il y a les joints qui sont déchirés, Ouais. ça repose sur un socle en bois, la porte ne ferme pas. Ouais, là, c'est emballé à moitié. Tout est mélangé. Là, c'est pas couvert. On ne sait pas quand ça a été coupé, quand ça a été déballé. La traçabilité n'est pas respectée. Je le plante dans quoi? Vous voulez que je le plante dans quoi? Là. On est en train de vérifier la température à cœur des produits. Ce qu'on a trouvé aussi également dans la chambre froide, donc c'est de la couenne, donc des restes de parage. Sur un cajot en bois qui n'a rien à faire. Dans le réfrigérateur, au contact de la viande. Depuis un mois, ce restaurant sert aux clients des denrées alimentaires douteuses. Avec votre appareil, c'est 8,3 et 8,3. avec notre thermomètre à sonde, c'est 9,1. D'accord. Près de 10 degrés. C'est 2 fois plus que la température maximale autorisée.
Sans hésiter, Maryse applique la procédure. Si vous voulez bien procéder à la destruction de la marche, écoutez, on ne sait pas depuis quand elle est là et depuis quand elle a... J'ai les factures. Mais oui, mais en fait, si elle est là depuis le début et que c'est à 10 ou 10, 12... Hier, j'ai les factures du tonnage. Oui, mais enfin, la chaîne du froid n'a pas été respectée. Ça m'ennuie que vous continuez à commercialiser ce qu'il y a dans cette armoire. En tout cas. En pleine période de Noël, cette sanction tombe comme un coup près. On était en train de nettoyer et finir le service, on avait encore du monde à table quand vous êtes arrivés. En même temps, pendant le service, ça n'explique pas non plus la chambre froide, le bazar qu'il y a dans la chambre froide. Voilà. Le restaurateur essaye tout de même de négocier pour sauver sa marchandise. Je peux mettre dans l'autre frigo tout de suite, hein, à la limite, ce qui n'est pas fermé, mais ce qui est emballé, conditionné. Mais c'est la même chose, que ce soit emballé ou pas. De toute façon, le souci est le même. Mais en même temps, s'il y a quelque chose dedans au départ, elle se sera développée de la même façon à l'intérieur. Il y a un risque. Hein, donc, Rien n'y fait. Maryse reste inflexible et oblige le restaurateur à jeter lui-même son stock devant elle. Vous allez mettre de l'eau de Javel dessus Une précaution pour être sûr que le professionnel n'ira pas récupérer les produits une fois le contrôle terminé. Grosso modo, on a acheté, tu me diras, 2 000 € de camion. 2 000 € de camion, on a acheté. Faute de marchandises, le restaurant sera fermé ce soir. On va vous le faire savoir par écrit, hein. Mais il y a du rangement et du nettoyage à faire. Donc de toute façon, s'il n'y a pas de chambre froide, nous on demande une fermeture administrative au préfet, mais en urgence. On est d'accord ? Voilà, bon courage. Et du courage, il lui en faudra. Il a 2 jours pour nettoyer la cuisine de fond en comble et 24 heures pour faire changer la chambre froide. L'an dernier, une vingtaine de restaurants éphémères ont été fermés pour infraction aux règles d'hygiène. En France, à l'approche des fêtes de fin d'année, des centaines de chalets en bois envahissent les quartiers fréquentés de nos villes. Vins chauds ou petits cadeaux traditionnels font le bonheur des visiteurs et des exposants. On célèbre Noël, on fait des affaires aussi. Les marchés de Noël, une tradition venue de l'Est de la France. À Strasbourg, cela fait 600 ans qu'on installe des chalets devant la cathédrale. Mais aujourd'hui, les marchés traditionnels sont présents aux 4 coins de l'Hexagone. Rien qu'à Paris, on en compte désormais une dizaine. Le plus grand et le plus célèbre, c'est celui des Champs-Élysées. Mi-novembre, l'ouverture du marché de Noël sur la plus belle avenue du monde se fait en grande pompe. Face aux caméras et aux photographes, des célébrités donnent le coup d'envoi des festivités. Sous les flashs des photographes, Elsa Zilberstein et Patrick Timsit. À leur côté, Marcel Campion, le roi des forains, un personnage sulfureux. Sur ce marché, il contrôle tout. Entre l'Arc de Triomphe et le Jardin des Tuileries, un village de 170 chalets sorti de nulle part va devenir l'attraction principale pendant 50 jours. Un événement à la hauteur des enjeux financiers colossaux. 15 millions de visiteurs vont défiler. Champs-Élysées, mais aussi Trocadéro ou La Défense, 3 lieux prestigieux, 3 géants des marchés de Noël. Une opportunité pour les exposants de gagner beaucoup d'argent en très peu de temps. Salut! Mario est venu spécialement du Canada avec son équipe de 21 personnes. Il a loué 4 chalets et investi 150 000 € dans cette aventure. Le pari est risqué, mais Mario a décidé de conquérir la France. Je pense qu'on peut aller sur 8-10 marchés de Noël facilement pour faire connaître nos produits. Un investissement coûteux, impensable pour bon nombre d'exposants. David fabrique ses propres bijoux pour les vendre. L'année dernière, pour la première fois, il monte à la capitale où il a loué un petit stand. Faute de moyens, il va vivre dans son camion pendant 10 jours. Bon, ça c'est le lit. J'ai mon hôtel ici. C'est un peu comme les Cowboys. Aux commandes de ces marchés, des organisateurs qui brassent des millions d'euros. Certains assurent jouer la transparence. Il y a un contrat qui a été établi au départ qui indique absolument les produits qu'ils doivent vendre, la manière dont ils le vendent. Et à partir de là, si ce n'est pas respecté, on ferme le chalet. D'autres, en revanche, n'apprécient pas vraiment la présence des caméras.
Je suis l'organisateur du marché. Oui, et toi, tu ne me filmes pas, toi. Monsieur, T'as compris? ici, Et c'est toi non la plus. République. Tu ne me filmes pas. Monsieur, vous ne vous touchez pas. Je suis agent fonctionnaire. Plus discrets, ils profitent eux aussi de ces marchés de Noël. Ce sont les pickpockets. Dans les allées, ils visent les milliers de visiteurs et de touristes. Nous avons suivi une équipe de policiers en civil qui traque ces délinquants. C'était dedans, c'était dans la feuille. Et donc là, il y a combien? Il y a 300 € là. Des pickpockets sur le marché de Noël, il y en a pratiquement tous les jours. Business, vol et combine, plongés dans les coulisses des marchés de Noël. « 6 h du matin, dans un arrondissement chic de la capitale. Bon, une autre journée qui commence. Mario, le vendeur de sirop d'érable, est le premier levé. Quoi de mieux que le sirop d'érable? Le goût du sirop qui rentre à l'intérieur, c'est merveilleux, merveilleux. Derrière ce visage jovial se cache un vrai homme d'affaires. Au Canada, Mario est le roi du sirop d'érable. Il possède une exploitation de 40 000 arbres, 4 magasins, et il emploie 120 personnes. Ce matin, Mario fait sa tournée. Il va réveiller ses 21 employés, les uns après les autres. Ah, c'est bien ici. Bon, hey, Colin, regarde ça comment ça m'accueille le matin, tu vois. Nous autres, là, à fond, 24 heures, Tu dors-tu avec ton soute? Allez, va être prêt pour... L'ambiance est plutôt décontractée. Pourtant, Mario n'a pas choisi ses employés au hasard. Pour ses marchés de Noël, il a fait venir du Canada la fine fleur de ses vendeurs. Hey, pouvez-vous visiter un peu l'appartement? Allez, Pendant les marchés de Noël, les journées sont longues, debout dans le froid, du matin au soir. Alors pour que ses employés soient motivés et efficaces, il les chouchoute. La location de ces 6 appartements lui a coûté près de 30 000 €. Une belle place. Vraiment, là. Bon. On va te faire un tour chez Marie-Sophie. Bonjour, bonjour, bonjour. Ah, c'est votre petit coin, ça? Ben oui. C'est bon. C'est un bel endroit, par exemple, hein? Il est à peine 10 h. Les employés vont ouvrir les 4 chalets. Un sur les Champs-Élysées, 2 à la Défense. On est le sirop d'érable du Québec, le bon sirop d'érable. Et dans quelques jours, au pied de la Tour Eiffel, sur l'esplanade du Trocadéro. Le sirop d'érable, un produit typique du Canada que Mario décline sous toutes ses formes. Allez, venez manger les sucettes au sirop d'érable. Vous voulez goûter un peu? Non? Allez! À la Défense, il fait constamment la navette entre ses 2 stands. Il prête main forte et défend ses produits avec enthousiasme. Et ça, c'est pour le patron. C'est ça qui est plaisant d'être patron. On peut manger nos propres queues de castor. La location de ses chalets lui coûte 50 000 €. Alors des bouteilles comme celle-ci, il va devoir en vendre beaucoup. Et ça tombe bien, à la pause déjeuner, les clients se bousculent. Ah, c'est très très bon, délicieux, hein. Ah, c'est même pas ça. Sur ses stands, Mario joue à fond la carte du folklore canadien. Chemise de bûcheron, musique traditionnelle et bonne humeur communicative. Et en parfait businessman, il a pensé à tout dans les moindres détails, y compris un concours pour gagner un beau voyage au Canada. Un concours très utile. Chaque personne qui achète un produit, on lui donne ce petit ticket. Ils remplissent leur courriel, leur nom, numéro de téléphone s'ils veulent, et puis on met ça dans la boîte à concours. Mario récolte ainsi des dizaines de milliers de mails. Un précieux carnet d'adresses qu'il va pouvoir utiliser pour vendre ses produits sur Internet tout au long de l'année. C'est le ticket gagnant. Ouais. Il est temps d'aller ravitailler les stands. Pour cela, Mario doit se rendre en banlieue plusieurs fois par semaine. Roissy, au nord de Paris. Allez hop, au boulot. C'est dans cet entrepôt que se trouve tout son stock de marchandises en provenance directe du Canada. Des coffres, hein? Ici, c'est tous mes produits, ça, ici. Toute cette partie-là. Et
toutes ces étagères qui sont ici, là, ça, c'est tous mes produits. On peut parler facilement de autour de 100 tonnes de produits qu'on a apportés sur place. On va aller chercher les palettes et puis on y va, au boulot. Mario doit trier ses produits et les répartir selon leur destination. Ces palettes seront ensuite déposées par camion sur ses stands. Dans quelques jours, Mario ouvrira son dernier chalet au pied de la Tour Eiffel. Il fait encore nuit sur la place du Trocadéro. Pourtant, des convois exceptionnels envahissent peu à peu l'esplanade déserte. Faut que je le sorte parce que celui-là, il est à point de tomber au pas. Sur ces palettes, les futures cabanes du marché. Les ouvriers assemblent un chalet toutes les 45 minutes. Jean-Claude Mérite surveille de près les opérations. Il a fait de l'organisation des marchés de Noël son métier. Un business particulièrement lucratif. Il en gère une quinzaine aux 4 coins de la France. C'est un temps idéal, hein, on a de la chance aujourd'hui en tous les cas. Tout ça, c'est des chalets qui arrivent, ils n'ont jamais servi, ils arrivent directement, ils vont être. C'est des nouveaux chalets qu'on implante cette année parce que tous les ans, on renouvelle un certain nombre de chalets. Comment ça va? Ça va bien? Ça fait plaisir de vous voir. Ah, ça fait plaisir. Cet homme, c'est le constructeur de ces cabanes, un Lituanien. Comme chaque année, il est venu spécialement pour assurer le montage. Jean-Claude est l'un de ses gros clients. Il lui a déjà acheté 800 chalets. En quelques heures à peine, les premiers cabanons sont dressés. Tout doit être terminé dans une semaine. Dans les bureaux de Jean-Claude Mérite, c'est l'effervescence. Qu'est-ce qui se passe? On a un problème d'informatique? Le serveur, ça doit être... Ses employés s'activent pour louer aux commerçants les derniers emplacements encore libres. Sur la gare Montparnasse, parce qu'il y a pas mal de chalets. Le patron a installé son bureau un peu à l'écart, dans un chalet. Mon univers dans lequel on voit tout ça est à l'intérieur. Jean-Claude Mérite achète ses baraques 1 300 € et il peut louer les plus grandes jusqu'à 20 000 € pour quelques semaines. Nous sommes une société dans laquelle naturellement on doit rentabiliser ce que l'on fait et c'est naturellement, on va dire peut-être pas du business, mais en tous les cas du commerce. Ça c'est clair. Un commerce prospère. En 5 ans, Jean-Claude Mérite a augmenté son chiffre d'affaires de 50%. Pour les exposants, avoir un stand sur un marché de Noël, c'est une vitrine unique. Encore faut-il passer le test de la sélection, uniquement sur dossier. Donc là, vous avez différents dossiers. Alors, par exemple, ça, c'est des boules de Noël avec des rubans de toutes les couleurs. Et notamment, cet exposant-là est sur le marché de Noël de Saint-Lazare. C'est typiquement le genre de produit qui nous fait rêver, parce que c'est un produit made in France, avec vraiment un artisan. En quelques années, Victoria a vu passer beaucoup de demandes, dont certaines parfois surprenantes. On a un exposant qui nous a appelé la semaine dernière et qui nous a dit qu'il souhaitait en fait participer à un marché de Noël et il souhaitait vendre des sex toys, par exemple. C'est typiquement le produit qu'on ne peut pas accepter. Pour se couvrir contre d'éventuels comportements frauduleux, la société fait signer une charte de bonne conduite, un document fourni par la répression des fraudes. Sont interdites les pratiques commerciales trompeuses. Ça peut paraître normal pour beaucoup, mais on a besoin aussi de leur rappeler. Ce soir, Jean-Claude Mérite a loué tous ses emplacements. Le Trocadéro inaugure son marché. Au programme, un défilé de mode très chic sur une patinoire. Et sur les étals, des matrioshkas, de la tartiflette, du tiponche et des casquettes. Je vais vous faire goûter le saucisson basque. Goûtez-moi ça, vous allez voir. Vous n'ouvrez pas, merci.
Bien qu'il revendique l'authenticité de ses marchés, Jean-Claude Mérite esquive les questions trop directes. Ici, là, par exemple, ici, c'est pas de l'artisanat. Ici, là aussi, il y en a un petit peu pour tous les goûts. Ce qu'il faut aussi se comprendre, c'est que si on prend les gens qui viennent ici, le public, puisqu'il faut quand même parler du public, il faut qu'on leur apporte aussi un petit peu un côté dépaysement. Mais je vais vous montrer quelqu'un qui est intéressant. Si à l'origine, les marchés de Noël avaient pour vocation de mettre à l'honneur le fait main, aujourd'hui, beaucoup de produits n'ont rien à voir ni avec l'artisanat, ni même avec Noël. À La Défense, Maryse, l'inspectrice de la DDPP, effectue une deuxième journée de contrôle avec Elisa. Elles vont commencer par ce stand de produits alsaciens, un choix qui ne doit rien au hasard. On est à celui qui a été contrôlé déjà l'année dernière. Qu'est-ce qui posait problème l'année dernière? Alors, il y avait des mentions qui manquaient et des mentions qui étaient de nature à induire en erreur le consommateur. Bonjour. On est de la direction de la protection des populations. On vient faire un contrôle sur l'ensemble du marché de Noël et on va vérifier les informations. Alors. Les deux inspectrices s'intéressent à un produit vedette des marchés de Noël, le vin chaud prétendument alsacien. Avec quoi vous faites votre vin chaud? Alors, le vin chaud, je le fais avec donc le vin. Il est précisé que c'est du vin chaud alsacien, donc on essaye de voir si c'est bien du vin alsacien. Maryse fouille dans les cartons et trouve ce qu'elle cherchait. Oui, prix délivré 49 170 France. 20 France. Le vin vient du Maine-et-Loire, l'Anjou, à 800 km de l'Alsace. Malgré la tromperie, la vendeuse tente tout de même de défendre son produit. Dedans, il y a une petite boule. Et en fait, je mets des morceaux de cannelle. Donc c'est la préparation qui est alsacienne. Hein. Tout à fait. Oui, tout à fait. Et c'est pas précisé sur le... C'est vin chaud alsacien et pas préparation alsacienne. D'accord. Ça, je vais vous dire, pas trop. Maryse s'attaque ensuite au congélateur. Oui, c'est vos beignets. Pour les servir, vous les faites décongeler. Tout à fait. À température ambiante. C'est pas écrit que c'est décongelé? Je l'ai pas vu. Ah non, c'est pas écrit. Non, voilà, c'est un peu le problème. Toutes les pâtisseries du stand sont en fait des produits surgelés, achetés en gros. La mention est donc obligatoire, mais elle n'apparaît nulle part. Il faut en informer le consommateur pour éviter qu'il recongèle éventuellement. C'est une probabilité, donc il faut l'informer. Malgré un premier contrôle l'an dernier, sur ce stand, rien n'a changé. Les infractions sont toujours les mêmes. Il y aurait un risque pour la santé du consommateur, ou la sécurité du consommateur. Oui, on peut fermer un établissement. Mais ce monsieur risque une amende, une contravention. Il y a 2 ans, Maryse s'était contentée d'un rappel à l'ordre. Mais cette fois, le gérant écope d'une amende de 1 200 €. Sur le marché des Champs-Élysées, 2 autres inspecteurs traquent eux aussi les infractions. Vous allez commencer par quel côté, vous Sur la Nice, vous allez à gauche, côté gauche, moi je vais prendre côté droit. Sur cette avenue mythique est installé le plus grand marché de Noël de la capitale. Tous les ans, plusieurs millions de touristes déambulent au milieu de 170 chalets. Et si depuis quelques années, les produits fabriqués en série ont envahi les stands, pour Marilyn et Ernest, tant que l'étiquetage est correct, il n'y a pas d'infraction. Là, il y a la notice en français. Par contre, bon, l'emballage, il manque un peu de langue française. J'ai pas vu s'il y avait une adresse, par contre. Il y a une adresse en Angleterre? D'accord. D'accord, bah c'est bon. Il faut une adresse en Angleterre, il faut le marquage chez eux. Il faut que les instructions soient en français. Bon, elles sont dedans. Voilà. Ce jouet est fabriqué en Chine, acheté en Angleterre, puis revendu en France. Mais il est conforme aux normes européennes. Rien à dire. Ce qui se vend le plus sur ce marché, ce sont surtout les vêtements d'hiver, comme ces gants. Mais là, en revanche, Marilyn relève un problème. Ça, c'est interdit. Il y a marqué moufle, fausse fourrure. Le terme fourrure est interdit. On va revenir cette semaine et on va vous faire un courrier et ce sera une injonction de mise en conformité. Toutes les étiquettes doivent être changées, ce qui n'est pas du goût de la commerçante. Moi, je trouve que j'ai fait le tour des chalets. Je trouve que ma marchandise ne chez n'est pas particulièrement bien étiquetée. Si vous ne voulez pas l'appliquer, vous ne l'appliquez pas, mais vous aurez des amendes. Alors que le contrôle continue, Marilyn s'aperçoit qu'un homme nous surveille.
Cet homme, ce n'est pas n'importe qui. C'est Marcel Campion, l'organisateur de ce marché de Noël. Il a dû être alerté qu'on filmait et donc il est venu, mais il se présente pas, quoi. Des problèmes. Nous sommes sur la voie publique et malgré notre autorisation de suivre les agents de la DDPP, il va tenter de perturber notre tournage. Vous trouvez normal d'être un peu suivi pendant vos contrôles? Bah nous, ça ne nous dérange pas. À partir du moment qu'il ne participe pas et qu'il n'intervient pas lors du contrôle, on ne peut pas l'empêcher de suivre, je veux dire, l'intervention, enfin les contrôles. Hein. Voilà. Il nous prend en photo, c'est bien. Ah, c'est marrant. Il a le droit de nous prendre en photo, mais il ne va pas être filmé. Moi, je suis pas un Ah bah nous non plus. Voilà. personne. Non, mais moi, je les connais tous. Cela, c'est pour faire du mal. Jusque-là, simple observateur, Marcel Campion nous interpelle. La présence des 2 inspecteurs et notre caméra lui déplaît fortement. La situation dégénère. C'est pas des munitions, ça. Parmi les personnes qui l'accompagnent, son fils est là. Il va essayer de débrancher les câbles de notre caméra. Arrête, reste. C'est pas un matériel. Tout à fait, c'est pas mon fils. Tout à fait. C'est rectifié direct. Je suis l'organisateur. Je suis l'organisateur, madame, de tout ça. Et toi, tu ne me filmes pas, toi. T'as compris? Et toi non plus. Tu ne me filmes pas. C'est interdit. Mais bon, on est sur la voie publique, monsieur. Avec. Mais si, on est sur la voie publique, là. Vous ne pouvez pas vous opposer. Rapidement, les insultes fusent et les intimidations deviennent physiques. Je ne suis pas un acteur, moi. Je suis un malade des nerfs. Tu sais ce que ça veut dire? Vous êtes une bande d'enculés. T'as compris? Marcel Campion, un personnage haut en couleur et controversé. On le surnomme le roi des forains, un forain millionnaire. Derrière la foire du trône, le patron, c'est lui. La fête des Tuileries aussi. La grande roue sur la place de la Concorde, c'est encore Marcel Campion. Une victoire remportée après des années de bras de fer avec la mairie de Paris qui ne voulait pas de sa grande roue. Nous restons là et nous sommes décidés à rester là. Nous entrons en résistance. En 2002, Marcel Campion fait son putsch devant les caméras et porte l'affaire en justice. Il perd son procès et doit fermer son manège. Mais le roi des forains n'a pas dit son dernier mot. C'est un homme influent. Il a même été décoré 4 ans auparavant. Marcel Campion a été fait chevalier de la Légion d'honneur par le ministre de la Culture. Et surtout, il a un solide carnet d'adresses. Mélange de célébrités du showbiz et d'élus politiques. En 2007, la roue fait son grand retour place de la Concorde 4 mois par an. Mais pour en profiter, il vaut mieux prévoir de l'argent liquide. Nous nous y rendons en caméra cachée. Bonjour. C'est combien? C'est 10 € la place. D'accord, 10 € la place, mais on va en prendre 3. À la caisse, notre carte de crédit est refusée. Le terminal de carte bancaire est en panne. On n'a pas d'appareil. On n'a pas d'appareil, mais vous avez un distributeur là. Mais elle est hors service, c'est ça? Oui, il n'y a pas d'appareil. Ah d'accord. Mais sinon, d'habitude, vous prenez la carte bleue. Mais là, c'est hors service. Comme l'an dernier. Peut-être, oui. Le paiement par chèque est autorisé, mais les nombreux touristes étrangers n'en ont pas. Heureusement, Marcel Campion a pensé à tout. Il a passé un accord avec une banque. 2 distributeurs de billets ont été installés juste au pied de la roue. Des espèces sonnantes et trébuchantes qui rendent incertaine l'estimation du chiffre d'affaires. La grande roue lui rapporterait chaque année près de 4 millions d'euros. Sulfureux, habitué aux contrôles fiscaux et aux gardes à vue, sur son territoire, Marcel Campion n'est pas un modèle de diplomatie. Après notre altercation, le contrôle de Marilyn et Ernest continue, encadré par Marcel Campion et ses proches. Ce qui est dommage, c'est que si vous continuez la prochaine fois, on sera obligé de faire comme dans les cités, d'intervenir avec les services de police. Merci madame, j'ai pas l'habitude. Ben non, mais Ça fait justement. 60 ans que je suis dans la rue. Voilà, et bien justement. Si vous, voilà. Non, je fais pas des menaces. Je vous fais pas des menaces. Je vous dis que si c'est pas possible, voilà. Et ben foutez-nous la paix. Allez. Je suis l'organisateur du marché. Monsieur, vous ne vous touchez pas. Je suis agent fonctionnaire. Si vous avez poussé, alors arrêtez. Arrêtez. Marilyn ne cède pas face aux intimidations. Elle contrôle encore un dernier stand avant de jeter l'éponge, indignée. On a estimé qu'on n'était pas à notre place ici, donc
On a le droit de contrôler les professionnels. Hein. Avec ou sans les médias, c'est notre problème, mais c'est pas le sien. On n'est pas là pour se faire, on va dire, pas agresser, mais se faire engueuler parce qu'on fait notre travail. Depuis 5 ans, Marcel Campion règne en maître sur son marché. Il a même remporté haut la main l'appel d'offres lancé en 2011 par la mairie de Paris. Mais ses passages en force, ses coups d'éclat et sa mainmise sur le bas des Champs-Élysées en irritent certains. François Lebel, le maire du 8e arrondissement, dénonce la transformation des Champs-Élysées en fête foraine. Bien sûr, il y a un système Campion. Tout ce qui se passe à Paris, c'est Campion. Le même organisateur qui semble avoir son entrée partout. Alors si on se retourne, là je crois que c'est le Popon, sur les Champs-Élysées, la plus belle avenue du monde théoriquement, symbole de Paris et de la France dans le monde entier. Sur les marchés de Noël, il y a les poids lourds, mais aussi les petits qui viennent tenter leur chance, espérant gagner rapidement quelques milliers d'euros. À Padiès, dans le Tarn, bien loin de l'agitation des marchés de Noël de la capitale, David fait ses derniers préparatifs. Il est artisan et vit depuis 20 ans de ses créations. Des bijoux en étain et en argent qu'il vend sur les marchés de la région. Bon, ils ont fait 3 mois de travail pour ce moment. Et j'espère que normalement tout est prêt. Ce matin, c'est le grand départ. Pour la première fois, il a décidé de louer un stand sur un marché de Noël de la capitale. Ouais. C'est parti pour près de 10 heures de route. C'est une aventure. C'est toujours une aventure. Pour cet artisan, l'enjeu est considérable. Il doit gagner assez d'argent pour faire vivre sa famille durant les 3 prochains mois. David a un budget très serré, alors tous les moyens sont bons pour faire des économies. Je quitte l'autoroute quand c'est péage parce que comme ça je garde des sous. C'est trop cher les péages. En empruntant les petites routes, il rallonge son trajet d'1 heure, mais en contrepartie, il économise 35 €. Garçon, Salbris, la Motte Beuvron et après Notre-Dame. Il est 21 h, David arrive enfin à Paris. Il a loué une place sur ce parking pour une centaine d'euros. Ce sera son camp de base pendant 10 jours. Car dans ce camion, il y a tout pour vivre sans avoir à payer une chambre d'hôtel et des restaurants. J'ai une nourriture pour moi ici. Oui, regarde. Et regarde, j'ai plein de pâtes qui sont bonnes. Et la riz. Voilà. C'est bon, hein? Ça marche. Bon, ça, c'est le lit. Les grands hôtels parisiens, c'est pas pour vous, là. Je ne pense pas, non. J'ai mon hôtel ici. Prévoyant, David a même réussi à caser dans ses 6 mètres carrés un atelier pour pouvoir continuer à façonner ses bijoux. Après une courte nuit, c'est le grand jour. Ça va? Oui, bien, merci. Oui, toi? T'as bien dormi quand même? Ah oui, pas mal. Michel, son futur voisin de stand, est venu le chercher. David ne connaît pas Paris, alors c'est Michel qui va lui montrer le chemin pour rejoindre son stand. À droite ici? Oui, peut-être. Blanc, rue Blanc. Le marché de Noël où David va s'installer pendant 9 jours est situé en plein cœur de Paris, au pied de la cathédrale Notre-Dame. On travaille. C'est super joli ça. Ça c'est Notre-Dame. Impeccable, on est juste à côté. C'est super. En 2 heures, David va préparer son stand. Il n'a que quelques dizaines de pièces à mettre en place, mais c'est toujours un moment solennel pour lui.
Quand j'ouvre les boîtes, c'est comme la naissance de quelque chose. Ça, c'est le travail de ma vie. C'est comme mes enfants, ça. Ici, David est comme un poisson dans l'eau, car ce petit marché fait de la résistance. Dans les allées, il n'y a que d'authentiques artisans comme lui. Rien à voir avec les géants des Champs-Élysées ou de la Défense. Pour séduire les Parisiens, il a conçu un objet spécialement pour ce marché. 40 petits porte-clés à l'effigie de Notre-Dame. J'ai taillé plein de petites statues. Là, vous avez la tour et un petit nuage derrière parce que c'est Paris. Un travail d'orfèvre que David défend avec passion et de façon un peu parfois maladroite. Bonjour. Ici, c'est des choses que je fabrique en France. Et oui, c'est fait main. C'est pas quelque chose de Chine. Excusez-moi, vous êtes, je ne sais pas, vous êtes de Chine ou... Moi, 100% made in China. Ok. Bon. Vous êtes made in China. Excusez-moi. C'est évident que c'est fait main, c'est évident que c'est fait par moi, mais malheureusement, avec tous ces produits qui deviennent de Chine, les gens ont peur que peut-être ce n'est pas vous qui faites. Entrez, entrez, achète. Les bijoux de David ont très vite du succès. 50 et 20. Oui. C'est ça? Bon. Merci. Merci à vous. Au revoir, monsieur. Au revoir. Mais la pluie va stopper net ce bon démarrage. Très rapidement, les allées du marché se vident. Un imprévu qui n'est pas bon pour les affaires. Pour rentabiliser son déplacement, David doit gagner 3 000 € en 10 jours. En cette fin de journée, il a tout de même réussi à vendre une vingtaine de bijoux. Dans sa caisse, 400 €. J'ai l'argent là, dans la boîte là. Les choses de valeur sont là. Ouais. Tous les soirs, David emporte avec lui les pièces les plus chères. Une cargaison précieuse qu'il est prêt à défendre en cas d'agression. Une fois uniquement. C'est super puissant, ça. C'est pas fait que ça chèrerait? Oh, jamais trop. Jamais trop. Si quelqu'un m'attaque, c'est pas la peine. Okay. Mais il ne peut pas tout emmener avec lui. Alors, sous sa petite tente, il a installé cette caméra espion à détecteur de mouvement. Qui sont cachés là ce soir. C'est la caméra qui surveille. C'est toujours caché dans un autre endroit. Donc, je ne dis pas exactement où, mais toujours dans un différent endroit. Comme ça surveille tout. J'ai ça aussi qui sonne très fort. Et ça marche avec la chaleur de le corps. Bonne nuit, petit chien. Pour les voleurs, les cibles intéressantes, ce sont les milliers de touristes qui arpentent les allées du marché des Champs-Élysées. Il est 10 h. Comme tous les matins, Christophe, policier dans le 8e arrondissement de Paris, se rend au commissariat. Salut. Aujourd'hui, il va faire équipe avec Aurore. Ça va? Ouais, ça roule tranquille. Pickpocket, vol en tout genre, les délinquants sont habiles et discrets. Alors pour les prendre en flagrant délit, Christophe et Aurore vont devoir se fondre dans la masse. C'est aussi la raison pour laquelle nous ne verrons pas leur visage. On a des périodes de travail en civil pour justement chasser cette délinquance là, qui sévit sur les Champs-Élysées, hein, principalement d'Europe de l'Est. On est plus vite repéré en tenue forcément, hein. C'est comme si on se promenait avec un gyrophare sur la tête. Donc, Hôtel 61 s'il te plaît. Merci. Merci. Discrétion mais aussi sécurité, car sur l'avenue la plus célèbre de Paris, tout peut arriver. On peut tomber sur tout et n'importe quoi. On n'est pas obligé de tomber que sur des enfants, des pickpockets. On peut tomber sur un vol à main armée. Du fait qu'on soit civil, en plus, on serait plus en avance sur ce type de délit. Donc on est obligatoirement armé. Pour Aurore et Christophe, la fin de l'année est toujours particulièrement chargée.
il y a déjà du monde quand même. Leur périmètre, le marché de Noël et ses abords. Là, on va faire un tour sur le marché de Noël, on va essayer de repérer d'éventuels voleurs, pickpocket ou d'autres personnes et des agissements bizarres, quoi. Pour pouvoir filmer leur travail au plus près, nous allons les suivre en caméra cachée. Christophe patrouille depuis 5 ans dans ce secteur. Les techniques des voleurs, il les connaît toutes. Monsieur, là, avec la proximité, on lui ouvre le sac à dos. Voilà, la proximité, on peut jouer avec, il s'aperçoit de rien. Vous voyez le monsieur là, avec sa pochette. Là, voilà, la pochette elle est légèrement en arrière. Voilà, c'est facile, ouais. Voilà. Les gens se collent, se mettent à côté, voilà, touchent la pochette et facile. Vous voyez la petite dame là, juste devant là, le sac ouvert là. Ouais, elle c'est super facile. Bonjour, je peux vous donner un conseil, fermez votre sac. Il y a plein de pickpockets ici. C'est pas de l'inconscience, c'est un manque d'information. Ils savent pas que ici sur le marché de Noël, pour eux ils sont là pour faire, c'est le marché de Noël, c'est joli, c'est féerique. Donc voilà, ils n'ont pas conscience qu'ils peuvent être victimes de pickpocket. Bah, pour eux, voilà, c'est les Champs-Élysées, ils sont en sécurité, voilà, la plus belle avenue du monde. Aurore et Christophe interviennent rarement avant le délit. Le propre du travail en civil est de prendre les délinquants la main dans le sac. De là-bas. À quelques mètres de l'entrée du marché de Noël, les 2 policiers ont repéré un curieux manège. À côté de ce distributeur de billets, 2 adolescents font le guet. Là, vous voyez là-bas, il y a un gamin. Il est au niveau du passage piéton, voilà, sous le panneau sens interdit. Ça, c'est un voleur aux dames. Voilà. Tu l'as vu, Aurore? Il arrive vers nous, il traverse. L'un des suspects semble avoir repéré les policiers. Il s'éloigne du distributeur. Traverse. On va se mettre dans le magasin. Avec le pantalon marron. Ouais, c'est ça, ouais. Bah là, on se plante justement pour le croiser. Parce que voilà, c'est quelqu'un qu'on connaît, qu'on a déjà interpellé, qu'on a déjà suivi plusieurs fois. Donc on ne voit pas qu'il nous voie, on va le suivre derrière. Christophe a déjà vu ce visage. Et apparemment, l'individu a reconnu celui du policier. Donc là, il a eu un petit doute parce qu'il a regardé pas mal par là. Et il va venir voir. Voilà, là il arrive. Le suspect passe tranquillement à côté des policiers, comme si de rien n'était. Ah, on est grillé. On l'a pris en pleine tronche, j'avais pas vu qu'il était là. Juste à l'entrée du magasin. Ah oui, il nous a vu. Mais bon, ça va rien dire. Ça veut pas dire qu'il va pas travailler. On va le laisser reprendre confiance. Ah, maintenant les mecs ils nous suivent, quand ils nous repèrent, ils nous suivent. C'est un peu la situation inversée, ils nous suivent pour montrer qu'ils nous ont repérés et compagnie. Et voilà, quoi. C'est un petit jeu, voilà, ça les amuse. Et puis, Mais pour ces délinquants qui agissent en groupe, surveiller les policiers, ce n'est pas seulement un jeu. C'est aussi un moyen de faire diversion et de les semer. Aurore et Christophe sont toujours dans le magasin. Ils ne se sont pas rendus compte que les 2 voleurs étaient revenus au distributeur. Y'a rien. On va sortir. Ils sont là. Ça va, Trop tard. Apparemment, les voleurs viennent de faire une victime et ils sont déjà enfuis. Bonjour. C'est que pour les 300 € à la gamme rouge, là, à l'annulation dernièrement. Ouais, bonjour, c'est la police. Bonjour, oui, voilà, j'ai fait mon code et 2 petits gamins sont venus, ils ont mis des papiers devant. Et moi, j'ai retiré ma carte aussitôt. Et par contre, après, j'ai vu qu'ils avaient craché sur le distributeur et tout. Alors, c'est peut-être parce que justement, ils vont rien récupérer. Souvent, ils font ça, ils font style qu'ils sont énervés et compagnie. Oui, voilà, c'est ce qu'ils ont bah, fait. Ouais, c'est pour prendre l'argent. Donc ça se trouve, ils ont réussi à vous dérober 300 €. Cette femme est une touriste venue de Bretagne. Elle voulait retirer de l'argent pour faire des achats sur le marché de Noël. Même si tout s'est passé en quelques secondes, Christophe est convaincu que les 2 jeunes voleurs ont eu le temps de lui prendre de l'argent en détournant son attention. Dès que la dame a composé son code et qu'il y a l'écran qui apparaît avec le choix de l'argent, ils viennent tout de suite avec un bout de papier, ils posent leurs mains devant comme ça avec le bout de papier et ils appuient sur la petite touche. Voilà, pour faire le montant maximum. De là, la dame, pour la personne, se trouve gênée, elle les repousse. Et la dame, croyant faire une annulation, quand elle a un message lui demandant si elle veut un ticket, elle met non. Croyant faire une annulation en disant non, je ne veux pas de l'argent, elle met non, elle ne veut pas de ticket, elle récupère sa carte, elle s'en va.
l'enfant, généralement, reste devant le distributeur, il fait semblant d'être énervé, il tape sur le distributeur, il attend simplement l'argent, il est toujours avec sa feuille devant comme ça pour cacher le distributeur, dès que l'argent sort, il récupère et ils s'en vont tranquillement. Vous voulez déposer plainte? Ouais, mais c'est des gamins, quoi. Madame, ils font ça tous les jours. C'est des gamins qui font ça tous les jours. Ils sortent le matin, c'est pour faire ça, ils rentrent le soir et ils sont pleins d'argent. Une patrouille de policiers arrive. Ils viennent d'arrêter les 2 suspects, non loin de là. Non, tu vas dans la... Détache ta ceinture, toi. Les voleurs présumés ont à peine 15 ans. Il y aura les 300 €. Parce que moi, si tu veux, quand ils nous ont vus, ils sont sortis de la rue. Et tout de suite après, ils sont revenus. On les a perdus depuis. Donc ils ont peut-être caché quelque part. Ils sont revenus. Donc soit ils les ont cachés, soit ils les ont foutus dans une poubelle au coin là-bas. Les 2 jeunes n'ont rien sur eux. S'ils veulent pouvoir les inculper pour vol en réunion, les policiers doivent maintenant retrouver l'argent. Là, il n'y a pas beaucoup d'endroits où vous aurez pu le cacher. Un collègue de Christophe vient de trouver quelque chose. C'était où? C'était où? Putain, on a fouillé dans la poubelle. Ah, dans le papier? C'était en boule. Il y a combien? Il y a que 300 €. Ok, super. On les prend. Preuve en main, Christophe emmène les 2 suspects au commissariat d'arrondissement, où toutes les affaires de ce type sont traitées. 2 interpellations au vol au dabre à l'angle Franklin Roosevelt, rue de Ponture. Allez, viens. Vos copains qui sont là? Salut! Dans les locaux du commissariat, des mineurs interpellés, étrangers pour la plupart. Toi, dehors. Allez. Un qui sort, 2 qui rentrent. Tous se connaissent et tous ont été arrêtés pour vol, entre hier et aujourd'hui. À bientôt. C'est quoi ton nom, toi? À l'extérieur, leurs copains qui viennent d'être relâchés les attendent déjà. Ils attendent leur copine qui est avec... Ils savent qu'ils ne resteront pas longtemps ici. T'as quel âge? 10. Et l'heure de mineur, t'as 10 ans? Ouais, d'accord. Une policière vérifie dans le fichier des délinquants. Pour éviter les gardes à vue, ils se disent tous être mineurs de moins de 13 ans et voilà, donc comme ils n'ont pas de pièce d'identité, on ne peut pas savoir. 13 ans, c'est l'âge à partir duquel la loi se durcit en matière de délinquance, d'autant plus lorsqu'ils sont récidivistes. Alors pour brouiller encore les pistes, ces habitués du commissariat donnent de fausses identités. On va aller en échelle sur le profil, on peut pas se tromper, c'est la vérité. Même visage, mêmes habits, mais des noms et des dates de naissance différents. Aucun doute n'est possible, il s'agit bien du même garçon, interpellé déjà 2 fois pour vol. Et... Ça, c'est encore toi, ça? J'ai des photos. J'ai des photos, je te vois. Récidivistes, les 2 mineurs ne couperont pas à une garde à vue de 24 heures. Manger? Non, pas. Finalement, là, dans les cellules qui sont là, c'est parce que c'est beaucoup de pickpockets des champs. Ça, c'est des tireuses, mais elles ne veulent pas qu'on les voit. C'est des cerdes, mineurs. Ils ont refusé l'examen osseux. Pourquoi l'examen osseux? Qu'est-ce que ça peut définir? C'est pour l'âge, plus ou moins de 13 ans, ils prennent une radio de la main avec l'écartement entre les phalanges. Ça détermine s'ils ont plus ou moins de 13 ans, mais elles refusent systématiquement. Voilà. Elles ont vers un sac pour s'amuser apparemment. La touriste bretonne est là aussi. Elle est écœurée. Vous attendiez à avoir des soucis en allant au marché de Noël? Pas vraiment, non. Surtout que j'ai vécu en Alsace, j'ai fait le marché de Noël en Alsace et ça n'a rien à voir. Là, je rentre, c'est bon, je retourne à l'hôtel, mais ça va. Il n'y a plus de marché de Noël? Non, c'est terminé. Que ce soit du vol au niveau du distributeur ou des pickpockets sur le marché de Noël, il y en a pratiquement tous les jours. Et voilà, donc après, ils vont être remis en liberté. Hein, on les retrouvera peut-être ce soir ou demain sur les Champs-Élysées. L'an dernier, pendant les fêtes de fin d'année, plus de 10 plaintes par jour ont été déposées au commissariat du 8e arrondissement pour vol. Si pour certains touristes, la période des fêtes tourne mal, du côté des exposants, à la veille de Noël, l'heure est à la fête. Hey! Christmas time! Christmas time!
Ce soir, c'est Noël. Les allées du Trocadéro se sont vidées. Les derniers clients sont rentrés chez eux pour réveillonner. C'est Noël, c'est vrai, c'est parti là, hein? On est dans le décompte là. Quelques exposants se retrouvent sur le stand de Mario. Ils ont apporté du champagne. L'ambiance est joyeuse. Pourtant, Mario n'a pas vendu aux Parisiens et aux visiteurs autant de sirop d'érable qu'il l'espérait. C'était un peu moins que les chiffres qu'on pouvait s'attendre, un peu, là. Parce que c'est une clientèle beaucoup de touristes. Fait qu'il faut vraiment expliquer. J'explique à peu près 2377 fois par jour ce que c'est que le sirop d'érable. Ouais. Avec dans des langues que je n'ai jamais parlé de ma vie, en faisant des démonstrations. En faisant des signes. En faisant des langages des signes. OK, on ferme là, hein? Le patron ferme boutique, mais pas question de laisser les problèmes d'argent gâcher la fête. La preuve ce soir, ces 21 employés lui ont concocté une petite virée dans un restaurant. Et comme à son habitude, Mario est royal. Champagne pour motiver les troupes. Ah ouais, ça fait du bien de te retrouver, toute l'équipe au complet, puis ils sont bien contents. C'est numéro un, C'est bien le fun de tout savoir aussi. Si ce soir l'ambiance est à la fête, une fois seul, Mario a le blues, loin de sa famille. Alors, comme tous les soirs, depuis qu'il est en France, il téléphone à sa femme, au Canada. Bonjour. Montre-moi un peu qu'est-ce qu'il y a comme paysage à la maison, là. Tabarnak. Ton sapin est plein de neige, hein? Au côté de la température d'ici, là. Et où, mon Burns? Ben, ouais, mon Burns. Hein, mon Burns. Grâce à Internet, il profite un peu du pays, de sa femme et même de son chien qui l'attendent à des milliers de kilomètres de là. Tout le monde a comme hâte aussi de s'en venir à la maison, là. Oui, ben c'est normal, hein, là, la période des fêtes aussi, quand t'es loin de chez vous, là, c'est moins évident. Je t'embrasse. Bye-bye. Bye-bye. Ah. Vous avez l'air un peu ému. Ah ben, c'est certain, hein. Hey. Ouf. C'est beau. Ça vous manque? Un peu. L'ennui. C'est la partie la plus dure. C'est pas la partie de travailler. C'est vraiment la partie de dire ouf, je pars 2 mois de chez nous, que j'ai pas mon épouse avec moi. 2 semaines plus tard, Mario sera de retour chez lui, auprès de sa femme. Pour ses premiers marchés de Noël à Paris, il n'a pas rentabilisé son déplacement. Mais il en faut plus pour décourager le Canadien. D'ailleurs, cette année, il est de retour sur les marchés de la capitale. David, le petit artisan du Tarn, lui, s'en sort très bien. Cheers. Good to meet you. Thank you very much indeed. Pour lui, le marché s'achève à la veille de Noël et il a le sourire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Là, depuis le début, les meilleures journées, c'était à combien, à peu près? 800, à peu près. Mais pour moi, ça, c'est beaucoup d'argent. Pour un autre, c'est un petit. C'est pas une grande chose, ça, pour quelques-uns. Mais pour moi, ça, c'est énorme. Pari gagné pour David, ses bijoux ont séduit les Parisiens. En 10 jours, il a gagné près de 3 000 €, de quoi faire vivre sa famille pendant les 3 mois à venir. De retour l'année prochaine? Oui, en principe, pourquoi pas. Je vais revenir. Il y a les autres opportunités, mais oui, certainement, c'est un des meilleurs marchés. C'est le meilleur marché que j'ai fait cette année. C'est réussi.
froid. Bonne nuit. Fais des beaux rêves. David repart au volant de son camion. Dans 10 heures, il sera chez lui, dans sa ferme, au fin fond du Tarn.